Folambule, les confessions d'un grimpeur étoile, un livre d'Antoine Le Ménestrel, édition Paulsen Guérin-Chamonix. Une soirée Guérin-Chamonix avec Antoine Le Ménestrel et Lorraine Berger-Afanasieff. Bon, tu dis quand même, à la fin, l'envie de grimper me raccroche à la vie. Et ça, tout le long du livre. Ah oui, ça, c'est... Donc, pour beaucoup de grimpeurs, je pense qu'à un moment donné, c'est des pratiques thérapeutiques. Ouais. C'est-à-dire que ça, dans la vie, ça sauve. Ouais, moi, ça m'a sauvé, là, peut-être du suicide, de jeunesse, qui aurait été... Enfin, mais ça m'a... Oui, ça sauve. Moi, ça m'a sauvé de la dope aussi, de la drogue, de ne pas tomber dans la... En fait, c'est une addiction, c'est une autre addiction. C'est une autre addiction. Ouais. Bon, voilà. Vaut mieux des addictions bienveillantes et constructrices qui nous construisent plutôt que des addictions qui nous détruisent. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est tout bon ? Aux dentelles de Montmirail, à 15 ans, nous devenons plus forts que nos parents. Mon père est heureux de nous voir progresser. Les parents vont pouvoir évoluer avec leurs enfants. Nous serons un stimulant pour eux. Ils acceptent que leurs enfants les fassent grandir. Marc deviendra leur coach. À Bux, mon père fera avec lui son premier 8A, l'homme programmé, et ma mère doute à goutte un 7B+, à l'âge de 50 ans. À 16 ans, à Blo, une barrière est franchie, celle du 6A, et bientôt 6B, C, D, E. Le 7 n'existe pas. Pour la première fois, nous allons grimper au Cuvier, le repère des souvenirs de mon père. Je suis en très bonne condition physique après un match de tennis le matin. Dans les Pyrénées, nous faisons nos débuts en montagne avec nos parents. Au pic des Saradets, une face sud de 150 mètres, la voie est AD, à une altitude, c'est marqué altitude, mais ils sont trompés. Hein. Altitude, tu vois, il y a une coquille. Une attitude. Ouais. Ah bah tiens, on va corriger. Corriger. Ah, pour la prochaine édition. À une altitude de 2741 mètres. Joli. C'est la première fois que Marc et moi grimpons en altitude. Au cours de la marche d'approche, la tension monte entre mes parents et Marc. Il doit partir en colonie de vacances avec l'IGN, comme moi à son âge, mais il veut rester grimper avec nous. Il est aussi accro à l'escalade. Il a neigé très tard cette année et la neige est encore dure ce matin. Nous ne sommes pas encordés. Marc s'engage seul sur un élevé au pied de la voie et au beau milieu, il glisse. Nous le regardons prendre de la vitesse. Il est réussi à se stopper sur un petit rocher. Nous avons tous eu très peur. Ce n'est pas très bien parti pour une première course, mais la belle dalle qui suit nous fait tout oublier. L'escalade purge les tensions. Le lendemain, nous partons pour le Dièdre-Valo au pic d'Espijol. À 8 heures, on monte au pied du névé, à la base de la paroi. Le temps est incertain. Un montagnard est devant moi, il fait partie d'une autre cordée, il est muni d'un marteau-piolet. Il me précède dans la neige gelée du névé, il passe l'arrimée et je le suis. Je ne suis pas encordée, je n'ai pas de piolet, je suis le premier de notre groupe. Soudain, le pont de neige se brise sous mes pieds. J'ai le réflexe d'écarter les bras pour tenter de me retenir. Une main sur la neige, une main sur le rocher. Heureusement, une plateforme m'arrête à 4 mètres plus bas. La faille continue sur 20 mètres de plus en plus étroite. Angoisse des parents et peur très forte pour moi. Nous repartons dans la vallée sans avoir trouvé le départ de la voie. En montagne, mes parents sont un peu inconscients, alors il s'impose d'être prudent. Ces événements me marquent profondément. J'abandonne la montagne. Elle est trop dangereuse pour moi. Elle révèle ma fougue et mon inconscience. Je suis éduquée dans la culture du risque, mais en montagne, je sens la mort trop proche de moi. En montagne, les puissances de la nature sont incompatibles avec mon énergie débordante. Donc, plutôt la falaise, le bloc. Oui, c'est tout à fait, oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien de le reconnaître. À cette époque-là, nous on était éduqués dans une culture du risque qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Le rapport au risque a complètement a beaucoup changé en 30 ans. On prenait des risques avec ses enfants, mes parents, mais c'est fou, c'est incroyable quoi. Ouais. J'en ai encore peur maintenant de ce qu'ils nous faisaient faire. Ah ouais, avec le recul. Bah oui, mais partir sur un évé sans être encordé rien du tout. Mais c'est incroyable. Sans bâton, sans rien, c'est n'importe quoi en fait. Donc ils étaient très dangereux. J'ai des parents, j'ai dit risque, mais bon, j'ai eu la culture du danger quand même. Donc oui, j'ai eu très peur. J'ai eu peur de mourir.
Et j'ai préféré arrêter. Parce que ça a été une de mes premières descensions quelque part, de me dire, ah non, même si j'adorais la montagne, hein, on voit que j'adore la nature, le rapport à la... Ouais. Mais j'ai préféré me limiter pour pas mourir. C'est une autre culture en fait, hein, la montagne, c'est que la grimpe en fait, c'est encore autre chose. Hein. C'est pas incompatible, mais je comprends. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là, il y a eu la naissance de l'escalade libre. Et donc, peut-être que tu vas en parler. Ouais. Et c'est ça qui va me faire pétiller le cerveau, quoi. C'est que il y a quelque chose qui s'invente. Mais en même temps, tu as une personnalité aussi différente. J'ai 16 ans, sur le chemin du lycée, je longe les murs sales de pollution. J'ai des couleurs intenses et constantes à la tête. Je me prends la tête dans les mains, ma mère est très inquiète, me soumet à une batterie de tests cliniques en vain. J'apprends par cœur des poèmes de Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé. Je marche dans la rue en récitant ces poèmes qui sont comme des bouées de sauvetage pour ne pas sombrer dans mon mal-être. J'ai une poussée poétique comme une décharge d'hormones. Je n'en comprends pas l'origine. Dans mon fort intérieur, je voudrais être un poète, mais je trouve cela prétentieux. Il m'est impossible de formuler ce rêve à moi-même et encore moins aux autres. Chaque année, depuis l'école primaire, je passe dans les classes suivantes avec juste la moyenne. Je suis médiocre, mais avec des possibilités, comme l'écrivent souvent les professeurs. J'ai même des notes en dessous de 0 en orthographe. Je suis humiliée en pleine classe. Je suis restée mauvais en orthographe. Je n'aime pas les examens. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai les mains moites. Mon stylo me glisse des doigts. Mes pages sont imbibées de sueur et parsemées de pâte-mouche. À la maison, après les cours, je passe des heures seule à mon bureau et j'alterne mes devoirs calvaires avec mes dessins libérateurs. Je découvre le surréalisme et surtout Magritte. Je sens que les études pompent mon énergie. Le soir, j'écris parfois des poèmes. Dans ma ville, je longe les murs en solitaire. Au pied du mur, des grappes humaines s'attardent sans raison. Elles génèrent en moi un malaise attirant. J'écoute ma souffrance. Le chant de la mort ne parvient pas jusqu'à moi. Une senteur sylvestre pénètre mon corps. En moi, un danseur est né. En tout cas, tu sais écrire. Tu ne connais pas l'orthographe. Merci. Je ne pensais pas que ça serait lu un jour hein, quand j'écrivais ça. Oui, là, beaucoup de gens vont le lire, j'espère. Non, mais je sais pas, de lire ça, ça me touche encore. Ben oui, parce que tu parles en plus sans filtre, donc et c'est d'une telle sincérité, c'est touchant, quoi. Non, parce que, voilà, mon père il est polytechnicien, ma mère elle est gynécologue. Voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'il attendait de toi? Il voulait que je fasse des grandes études. Hein. Mais enfin, oui, il t'a emmené grimper aussi, mais enfin bon. Oui, mais... oui, mais là, ce que je voulais dire, c'est que je n'étais pas dans une culture qui allait m'amener à l'artistique. Ouais. Et c'est qu'en fait, j'ai des décharges poétiques. Je ne sais pas d'où ça vient. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ouais. Comme à l'adolescence, on a des poussées d'hormones, là, ça pousse de partout. Qu'est-ce qui nous arrive? On change de corps, on change de... c'était de cet ordre de là, et je sais toujours pas d'où ça vient en fait. Mais tu ne savais pas l'exprimer à l'époque. Ah non. Parce que dans ta famille, il n'y avait pas... dire que je... Même aujourd'hui, de me dire... quand même le mot est poésie, encore ça va, mais de se dire qu'on veut être un poète, c'est pas pareil. Hein, pour moi, écrire de la poésie, mais être poète, c'est pas seulement écrire de la poésie, c'est un état d'être. Oui. C'est au-delà de l'artiste, c'est un état d'être dans le monde, au monde. Et c'est pas seulement écrire, c'est être, c'est vivre les relations, c'est vivre sa vie en... après j'ai découvert Hölderlin qui dit « habiter le monde en poète ». Donc oui, j'ai compris qu'il y en avait d'autres avant moi qui ont ressenti ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire oui, il y en a, ils souhaitent vivre en poète. Et donc il fallait que tu arrives à concilier tout ça avec ce que tu vivais aussi. Enfin bon,
Avec l'escalade, avec d'autres choses. Bah oui, avec la compétition, avec le monde scientifique dans lequel mes parents avaient un côté compétitif, parce qu'ils venaient, comme je le dis, ils venaient un peu de la haute. Quand on vient un peu de ces milieux-là, un peu de la noblesse, il y a tenir son rang. Il y a une exigence de tenir. Mais c'est vrai, en plus, vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis de, il y a une exigence, oui, tout à fait, de tenir son rang, exactement. Et donc j'avais cette pression-là. De la part de mes parents et de mon entourage. Par rapport aux études. Et oui, et puis de la société dans laquelle on vit. Ouais. Elle ne nous encourage pas à être poète ou artiste. Non, en général, non. Hein plutôt à consommer, à être à produire, voilà, à faire des études scientifiques. Elle nous pousse plutôt à ça. Donc comment on fait dans ce monde de contraintes? Début 1982, à Saffre, la falaise de mes vieux, nous grimpons en famille. À côté, je vois des grimpeurs dans le boulevard Amathieu. Ils m'invitent à me dépouiller des attributs de l'escalade traditionnelle. J'enlève mon casque. Un grimpeur me donne un sac à magnésie et un baudrier cuissard. Je réalise la voie au 3e essai après avoir volé pour la première fois sur une corde à simple. La chute fait désormais partie du jeu. Ne pas réussir devient source de progression. Je passe mon premier 7A. Après n'avoir fait que du 6 qui correspondait à l'extrêmement difficile. Faire du 7, c'est entrer dans une nouvelle pratique. C'est mon baptême de l'escalade libre. Pendant les vacances de Pâques, nous sommes en famille, ma mère, mon père, mon frère, ma sœur et moi, enfermés dans la grotte des Goudes, au cœur des magnifiques calanques de Marseille. Face à la mer, le cadre est splendide, mais la scène est dramatique. J'étouffe. Mes parents me mettent la pression et veulent savoir pourquoi je suis si renfermée. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je suis angoissée à l'idée de faire des choix d'études qui vont déterminer ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que la vie. L'aîné est responsable, me répètent mes parents. Je suis le plus âgé des enfants et c'est à moi de trouver des solutions au conflit. Je quitte le clan familial et je m'enfuis en stop dans le Verdon où je rencontre Denis Garnier qui vient du Simaï. Il est passionné d'escalade libre et de son éthique. Il me fait découvrir l'ambiance électrique et vertigineuse du vide du Verdon. Je réussis mes premières voies à vue, Grain de folie, 6C+, et Tintin au pays des Mauviettes, 7A. L'escalade devient ludique et nous sommes jeunes. La règle qui interdit de tirer sur un python nous rend créatifs. Cette notion de jeu était déjà très présente parmi nous à Heblo. Depuis 2 ans, comme j'ai moins de force que les amis avec qui je grimpe, je développe ma créativité gestuelle pour résoudre les énigmes du rocher. Il m'est indispensable de bien lire la partition minérale afin d'accorder mon corps aux prises. Découvrir des mouvements originaux et personnels m'excite. Je m'appuie sur les méthodes des autres grimpeurs. Nous partageons nos mouvements et nous apportons mutuellement des solutions. Nous transposons en falaise cette façon de grimper et d'appréhender les gestes par une recherche commune. Suivre cette nouvelle éthique nous motive. Nous participons à l'invention de l'escalade libre. Elle transforme nos manières de penser. L'escalade, de nouvelles possibilités de grimpe s'ouvrent. Nous faisons une révolution et nous réinventons l'escalade. Bah finalement, t'as trouvé? Ah bah. Hein? Mais je crois que c'est d'avoir changé ce regard sur le rocher, sur la pratique, de se dire on n'utilise plus le matériel pour progresser. Et en fait, de changer le regard ouvre des nouveaux univers. C'est-à-dire que quand on tirait au clou, aux étriers, à la corde, on a du mal, on met un clou. Ouais. Quand on se dit on n'utilise plus le clou et la corde pour progresser, et tout d'un coup, on a le monde qui s'ouvre et on voit des petites prises qu'on ne voyait pas avant. On voit le monde différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est tu changes une chose dans le mental et le monde devient différent. Comme quoi, on voit bien le monde suivant chacun de notre planète en fait. À travers son prisme. Ouais. Voilà, tu changes ton prisme, tu vois le monde différemment. Et donc j'ai appris ça et puis d'inventer
d'être créatif, ça fait pétiller le cerveau. Bien sûr. C'est tout d'un coup, ça donne des énergies, ça donne énormément d'énergie en fait, d'inventer, d'être dans la situation non pas de consommer une pratique par exemple, ou d'accepter, voilà c'est comme ça a toujours été comme ça. En fait, tu fais comme tout le monde. Mais si voilà, tu inventes, c'est génial. Et cette pratique-là, là je viens de l'expérimenter sur la glace. J'ai fait pareil. J'ai dit, on arrête les piolets et les crampons. Je vais rapprocher le corps de la glace. Donc je grimpe, sans piolets, sans crampons. À main nue. Ou avec des... quand même, hein. Non, je me suis autorisé, des chaussures. Je prends des chaussures d'athlétisme avec des pointes. Ah, quand même, ouais. Je me suis interdit, par exemple, là, je me suis dit, je m'interdis de frapper la glace, la beauté du monde qui est en train de fondre entre nos doigts. Je ne veux pas frapper cette beauté. Donc, je vais grimper avec. Et tout d'un coup, en fait, il y a plein de prises. C'est pas très difficile de grimper sans piolet, sans crampons. Non, mais... Sur la glace, ouais, quand même, ça m'impressionne. C'est pas si difficile que ça. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Ouais. Avec des chaussures à pointe, des gants de soie. Donc voilà, j'ai appelé ça l'escalade givrée. Et on en a fait un film. J'espère que il nous invitera là la prochaine fois au festival. Je lui propose. Ça serait vraiment bien de. Ouais, ça serait sympa. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose que j'invente moi. Même Chouinard, il l'a dit dans les années 80. L'avenir de la cascade de glace, c'est sans les outils. Donc il l'a déjà dit. Mais il l'a dit, mais il l'a pas expérimenté. Il en a pas fait une pratique. Ouais. Il n'en a pas fait un état d'esprit avec un environnement, avec des règles qu'on s'invente. Et je pense que ça va être une pratique qui va se développer. Déjà, l'escalade libre, c'était déjà pas mal, moi, je trouve, comme invention. Mais il faut continuer à inventer. Je continue sans arrêt à inventer. À inventer. Par exemple, là, on n'a que libéré l'ascension dans l'escalade libre. On redescend avec une corde. Pourquoi on a libéré que l'ascension? C'est purement idéologique. On pourrait descendre sans corde, tu veux dire? C'est pour ça que maintenant je dis non, il faut qu'on continue. On n'a pas fini de libérer l'escalade. Il faut continuer à libérer la descension. Donc maintenant, depuis plusieurs années, je grimpe et je redescends pas sur ma corde. Je redescends en désescalade. Ça prend plus de temps d'ailleurs, je pense. C'est beaucoup plus difficile de désescalader oui. que de grimper. Mais c'est une pratique qu'on pourrait venir faire tout un chacun. Mais bon, c'est plus facile, c'est plus confortable de descendre sur la corde. Oui. Mais continuons à inventer, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Paul Preuss. Au début du XXe siècle, et il a dit je ne vais grimper que ce que je suis capable de désescalader en solo. Donc il le faisait déjà. Ouais. Il faisait beaucoup de voix en solo, et déjà il faisait pas des choses extrêmes en ascension parce qu'il fallait les redescendre après. Et vu que c'est plus dur de redescendre, il faisait bien attention à ça. Bon, c'est pas une pratique qui a gardé parce que lui il le faisait en solo. Oui, moi je dis, je suis un peu plus, je suis beaucoup plus peureux que lui, et donc c'est pour ça que moi je le fais avec une corde. Mais parce que voilà, la société a changé, le solo ça reste quand même exceptionnel. Et puis je pense qu'il faisait pas du SIDA non plus. Si. Puis Beau Basso là dans cette voix qu'il a fait dans les Dolomites là. Sur un pic là, et c'était du CISA, il avait fait du CISA. Ouais. Il avait changé son matériel, il grimpait avec des espadrilles. Déjà. Un précurseur. C'est la première révolution du python. Il y a déjà eu une révolution, une bataille du python. Il avait quelques pythons, mais le python devait servir qu'uniquement en cas de survie, mettre un bout de corde s'il y avait l'orage ou s'il se trompait de chemin, par exemple. Ouais, mais pas pour l'ascension. Voilà, pas pour l'ascension.
Donc toi tu vis au cœur de quand explose justement cette escalade libre. Tu es vraiment dans le noyau. Ah ouais, tout à fait. Là. Et en même temps, tu ouvres des voies. Pourquoi ouvrir une voie? Pour réaliser une belle ascension, laisser une trace, l'offrir aux grimpeurs, avoir mon nom dans le topo, parce qu'un élan irrésistible me pousse à explorer l'inconnu? Que c'est l'expression de mon désir pour m'émerveiller de l'existence des prises, révéler un territoire inconnu? D'où vient mon élan? Sédentaire, je poursuis mon exploration vers le haut, vers le ciel. Cet inconnu m'appelle, il ouvre la porte de l'indéfini, de l'infini. Le vide m'attire et je fais le premier pas. Ouvrir une voie, c'est aller dans l'inconnu. L'escalade ressemble à notre quête existentielle. Elle est dialogue avec la pierre, méditation existentielle. Les grimpeurs empruntent les voies que nous ouvrons. L'escalade s'invente à travers ces ouvertures. L'ouverture est l'avenir de l'escalade. C'est un privilège pour nous, ouvreurs, d'être en contact avec un rocher vierge d'humanité. Les pôles, les sommets des montagnes, les profondeurs de la mer sont souillés. Sur Terre, seules quelques parois verticales résistent encore. La prise vierge nous met directement en relation avec les origines de la Terre. C'est l'ouvreur qui est le premier en contact avec la prise naturelle. Une relation va s'établir. La prise en sera irrémédiablement transformée. Lorsque les prises sont là, c'est magique. Je remercie intimement la nature. C'est comme un cadeau, je suis émue. Il manque parfois une prise au passage clé. La voie est trop dure ou hétérogène. On est tenté de tailler, d'ajouter une prise, de coller un caillou ou une prise artificielle. C'est vrai ça? C'est vrai. Oui. Vous avez fait des prises artificielles? Bien sûr. En ouvrant des voies? Bien sûr. C'est beaucoup de polémiques dans le milieu de l'escalade. Ouais, j'imagine, ouais. À Fontainebleau, ils taillaient déjà des prises. Il y a déjà eu ça. Il y a eu beaucoup de polémiques. Ben, il y avait déjà ça à Fontainebleau. Et en fait, avec l'escalade libre, quand on partait du bas et qu'on ouvrait la voie, on mettait les points d'assurance là où on pouvait. Ouais. Et après, les autres répétaient. Avec l'escalade libre, on a changé cette mentalité. C'est-à-dire qu'on est arrivé par le haut, Ouais. on a posé la corde et on a préparé le rocher pour être grimpé. Nous, on aimait à dire, ben on ouvre une voie pour la communauté des grimpeurs. Mais comment on la préparait? On nettoyait, on brossait tout le lichen. On enlevait, on mettait des points d'ancrage. Les prises qui faisaient mal, on râpait les prises qui faisaient mal pour pas se couper les doigts. Parce que dans un surplomb, une prise qui est fine comme une lame de couteau, tu mets les doigts, tu t'ouvres les doigts. Donc c'était pas possible. Donc voilà, pour pouvoir grimper et aller vers le haut niveau, il fallait donc toucher aux prises. D'accord. Il fallait préparer. Et quelque part, on intervenait énormément sur la nature, beaucoup plus que les anciens qui, quand on n'avait pas le temps quand on grimpait en tête avant. Donc là, en ouvrant, on est sur sa corde, on a notre brosse métallique, notre trappe à bois, notre petite soufflette, le tournevis pour enlever la terre. Donc ce rapport à la nature, on intervient beaucoup dessus. Je trouve que maintenant, on commence à se poser des questions, de moins intervenir sur le rocher. Peut-être pas enlever tous les arbres, peut-être on peut laisser le petit arbuste qui ne nous gêne pas. Nous, on enlevait tout. Ah ouais. Ah ouais, c'était vraiment une sorte d'autoroute que l'on faisait. Oui. Mais on ne se rendait pas compte, on n'avait pas cet état d'esprit écologique à l'époque. Et donc on intervient, et jusqu'où on intervient, quand tu râpes la prise, jusqu'où, à quel moment tu fais en sorte qu'elle te fasse pas mal, à quel moment tu l'agrandis, à quel moment tu la creuses, c'est quoi cette relation et quand on a un désir très fort de vouloir réaliser cette voie-là, Ouais. si la prise elle est trop petite, et mon désir va être tel que je vais intervenir un peu plus sur le rocher. Alors on se limitait
on se l'interdisait, on disait que c'était pas bien. Donc il y en a qui disaient il faut laisser ça pour les générations futures, mais on le disait dans une voie, mais on le faisait pas dans l'autre. Voilà, c'était une relation complexe à la nature, mais une relation complexe comme on peut avoir une relation complexe à notre désir infini dans une nature qui est finie. C'est cet rapport à la finitude et à l'infini qui se trouve là. Et oui, je suis intervenu dans des voies, j'avais du mal à me le dire. Maintenant, j'ai fait ce travail sur moi-même pour me le dire. Et même à un moment donné, dans La Rose et le Vampire, je suis tellement intervenu que je me suis dit, non, c'est plus possible là. J'arrête d'ouvrir. C'est trop artificiel du coup. Oui. Ouais. Et donc il y a eu les murs artificiels et je vais aller exprimer ma créativité, non pas dans la nature, mais dans les vrais murs artificiels. Mais dans les vrais murs artificiels. Ouais. Mais ça se retrouve encore aujourd'hui. Tu as une prise, si tu la prends, elle est tellement fragile. On prend des prises tellement petites qu'elle est tellement fragile que si je la prends, peut-être qu'elle va tenir, mais le suivant il va la casser. Oui, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi je l'enlève, je la brosse et je la recolle. Non, mais je la recolle, même la même, je la recolle. Mais déjà c'est un acte, tu la laisses pas telle quelle, parce que sinon la voie elle n'existe plus après. Ou alors il va falloir attendre peut-être 10 ans pour qu'il y ait un grimpeur. On pourrait. Mais ça, ces éthiques-là, il n'y a personne qui te dit comment faire. Non, en plus c'est tout nouveau, enfin c'est pas non plus... Donc c'est qu'une réflexion entre nous, dans la communauté des grimpeurs, de réfléchir à cette attitude-là, et quelle attitude est la bonne à avoir. Est-ce qu'il y en a une bonne d'ailleurs? Oui, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pareil, là on se dit, ils ont mis des téléphériques partout. On peut se dire, pourquoi ils ont fait ça? Ouais. Pour rendre accessible à tout le monde. Ouais, pour rendre accessible, pourquoi tu pars pas? Il y a quand même un côté financier derrière, hein, quand même. Ouais, pas non plus. Mais tu peux aussi avoir un côté financier dans le sens de reconnaissance, qui n'est pas du financier, mais un côté de reconnaissance, ou de faire une voie difficile pour pouvoir être reconnu d'avoir fait cette voie-là. C'est une autre façon c'est pas financier, mais avec le sponsor qui est derrière. Jusqu'où tu vas? Justement, on va parler de reconnaissance. En 1982, La vie au bout des doigts vient de sortir. Edlinger est une star. Le film est si bien fait, Patrick est si beau, il grimpe si sensuellement. Son état d'esprit est en accord avec le retour à la nature. Il nous séduit et c'est bon. Beaucoup de grimpeurs ont commencé l'escalade après avoir vu ce film. Il promeut des belles valeurs de l'escalade libre, la passion, la simplicité, le plaisir du geste, l'exigence. Il dit que l'escalade est une danse, mais que reste-t-il de cet esprit aujourd'hui? Patrick Edlinger est connu, il fait briller l'escalade libre sur toute la planète et nous devenons des grimpeurs qui font comme Patrick. Une star est un trou noir de la communication. Je me rends compte de la différence entre la réalité sportive du terrain et le récit que les journaux en font. Lorsque nous, les autres grimpeurs, nous permettons une remarque, nous sommes immédiatement traités de jaloux. Comme vous pouvez encore le penser en lisant ces lignes. C'est délicat de parler d'une star. Vous avez tellement rêvé à son propos. Je choisis ici de dire ce que je ressens et qui a façonné ma vie. Patrick est devenu le personnage de La vie au bout des doigts. Cette image lui colle à la peau. Il est devenu le gardien de son image. Dans le film, Edlinger emprunte les mots de Béraud. Je ne fais pas de solo sur commande, mais il grimpe en solo avec plusieurs caméras autour de lui. Est-ce un documentaire ou une fiction? Les deux à la fois, et c'est ce qui fait sa puissance. Je ressens que Patrick souffre de s'accrocher à son image. Je ne veux pas de ce décalage entre mon image et moi-même. Être ou paraître, c'est la question. C'est donc à moi de refuser cette place. Si on tente de me mettre sur un piédestal, je pose des questions. Je ne veux pas être connu, mais reconnu pour mes performances. Nous nous sommes plusieurs fois croisés avec bienveillance et jusqu'à la fin de sa vie, Patrick m'a répété « Tu vois, je n'ai pas changé, je suis toujours amoureux de l'escalade. » C'est vrai que dans ces années-là, il y avait une star, alors qu'il y avait beaucoup d'autres grimpeurs, comme tu dis, qui grimpaient tout aussi bien. Mais ça reste un phénomène. La star, c'est le sommet de la montagne. Ouais. Et pour avoir une star, il faut avoir une base.
Mais voilà, c'est ce que je décrypte par rapport aux journaux, et que la médiatisation, le star system, préfère parler d'une personne unique. C'est comme si c'était plus facile que de parler d'un groupe. En plus, nous, on était dans un groupe. On était la bande des Parisiens. Et donc, voilà, on parle plus difficilement là de cette bande que d'une star, que d'une seule personne. Qui est connue de tout le monde. Qui est connue de tout le monde. Que les gens vont... Et puis ça fait vendre. Retrouver, bien sûr. Tu mets 5 personnes sur une couverture de journal, c'est pas ça qui va faire vendre. Alors que tu mets une personne qui est suspendue par un bras, ça va être plus vendeur. Donc il y a quelque chose du rapport là, du star system à l'économie. Et en même temps, il a vraiment développé, il a fait parler de l'escalade libre un peu partout, quoi. Ah, mais c'est ce qui a fait c'est ce qui a fait connaître l'escalade libre qu'on était en train d'inventer. C'est-à-dire c'est une invention, l'escalade libre. C'est une nouvelle façon qui s'invente, avec des règles, le à-vue, le après-travail. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait plein de règles qui s'inventaient. Et lui, il fait connaître cette pratique au monde entier. Et si dans le monde entier, on grimpe comme ça, c'est grâce à Patrick. Et il faut lui en être reconnaissant. J'ai aucun problème par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, comme je le dis, moi je souffrais qu'on ne reconnaisse pas mes performances sportives. Oui. Je fais un 8A en solo, qui est 8A+ en solo, qui est la cotation la plus dure du monde. Il n'y a rien dans les journaux. C'est un peu dur quand même. Si tu te dis, c'est quoi les journaux? Donc, on n'était pas... Et moi, je me sentais sportif à l'époque. Voilà, c'est ça aussi, il faut dire. Donc, un sportif, il a envie que ses performances sportives soient reconnues. C'est comme tu fais c'est pour ça qu'il y a les Jeux Olympiques et les compétitions. Tu quoi, en fait? On est étudiant. T'es encore étudiant? Ouais, je suis... Étudiant plus ou moins étudiant. J'ai encore 85, j'ai 20 ans. En 85, j'ai 20 ans, je suis encore étudiant, Mais tu vas donc c'est encore mes parents qui me donnent un peu d'argent pour vivre. D'accord. mais je trouve que ce phénomène-là, il est toujours d'actualité. C'est pour ça que quand moi je vois une star, je me dis et les autres autour, Et où sont les autres? Tout de suite, je me dis où sont les autres? Et c'est pareil dans le cinéma, c'est dans la peinture, dans l'écriture. Je me dis toujours où sont les autres maintenant. Et c'est ça et je vais un peu aller voir. Ça m'intéresse. Et la star, oui, mais d'aller voir un peu les autres. Maintenant, je me dis, pour finir, peut-être que il a fait découvrir l'escalade au monde entier et c'est super. Mais à l'époque, il y avait une diversité des pratiques qui s'est perdue et qui est en train de revenir. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans le monde entier, on grimpait d'une façon différente en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Allemagne de l'Est. Il y avait des éthiques différentes. Et ça a un peu uniformisé la façon de grimper. Donc c'est la France qui a un peu donné exact. Tout à fait. Et maintenant, c'est un peu en train. Maintenant, je serais plutôt pour à ce qu'il y ait de la diversité qui vienne renouveler un petit peu cette pratique de l'escalade. Mais toi, tu la renouvelles bien. À l'automne 1986, la compagnie Rockin' Lincoln donne un stage de danse-escalade à Antibes. Patrick Béraud est là. Je vais le saluer et faire quelques pas de danse-escalade avec eux. J'ai entendu parler du toit d'Auguste que Patrick a abandonné car un mouvement lui résiste. Je lui demande si je peux l'essayer. Je pars à la Turbie et trouve la méthode qui permet enfin de tenter sa réalisation. Le mouvement est très physique et ne me permet pas d'essayer souvent. Patrick est à nouveau titillé par l'idée de libérer la voix. Nous essayons ensemble la nouvelle méthode et il est maintenant très motivé. Nous vivons un grand moment d'émulation dans le siège du toit d'Auguste. Je suis à quelques doigts de la réaliser mais je dois rentrer à Paris.
Je reviens quelques mois plus tard, physiquement préparée, mais au pied de la voie, ma volonté est si puissante que mes avant-bras gonflent comme si j'avais trop grimpé. Je fais un blocage psychologique. Mes bras sont durs et cette sensation m'empêche de m'engager à fond. Je dois m'arrêter de grimper quelque temps pour faire redescendre la pression. J'assure Patrick. C'est comme si je ne pouvais pas faire la première avant lui. Maintenant, il veut la réussir et je crois même qu'il veut faire la première. Je ne peux pas être en rivalité avec lui. Cette voie me refuse, elle est pour lui. Patrick, ce toit est pour toi. Je n'y suis pourtant jamais retournée. Patrick a réalisé la première ascension. Je découvre que trop de volonté dans la réussite est contre-productif pour moi. Patrick est mon aîné comme un grand frère. J'aime son ouverture vers la dimension artistique. La diversité qu'il apporte à l'escalade me conforte dans mes intuitions artistiques. Il embrasse les facettes de l'escalade depuis qu'il n'est plus là. Je porte un peu sa flamme. Beaucoup même. Tu la portes bien. Et oh. Parce que c'est vrai que c'était un des premiers à faire des spectacles de danse-escalade dans les années 80, début 90, fin 80. Il fait une traversée à la Loubière qui a moi beaucoup marqué. Il fait une traversée avec des grosses prises où il commence à faire des passages avec les pieds au-dessus, des bras des passages de bras par en dessous. Il est plus là, il est dans la gestuelle, il est vraiment dans l'art. Dans la beauté du geste. Il est dans la beauté du geste, il n'est pas dans le geste que j'appelle le geste ouvrier. Le geste ouvrier, c'est pas, je veux pas dire être péjoratif par rapport aux ouvriers. Ce que je veux dire, c'est que c'est un geste qu'on fait pour l'efficacité du geste, pour son résultat. Alors que ça, c'est un sportif. Ouais. Et il est d'abord, il veut faire le 100 mètres, il veut arriver plus vite, il veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un geste efficace. Là, il commence à être un artiste parce qu'il le fait pour la beauté, du geste. Ouais. Et ça, c'est. Et la jubilation aussi, parce qu'il fait plaisir. Et le plaisir du geste, de réaliser le geste, le plaisir du corps. Et ça, c'est là où je découvre qu'on devient un artiste. Ouais. C'est ça un peu pour moi ce passage. Et donc il lance ça. Voilà, on dit c'est un des pionniers de la danse-escalade. Mais comme j'ai dit, il y en a d'autres avant lui. Il y a Roy Lloyd avant lui. Le film, regardez Safety Last, le film où il grimpe il est déjà dans de la danse-escalade et c'est 1923. Oui. Ouais, non mais. Oui, c'est vrai. Et les chamans qui grimpaient sur les totems, c'est bien avant. Et puis quand tu regardes un peu, il y a de la danse verticale déjà en Nouvelle-Zélande. Il y avait la danse du soleil autour d'un mât. Ils faisaient des voltiges autour d'un mât. Voilà, donc il y a des choses qui existent. On réinvente. Ouais. Et donc ça t'a vraiment inspiré. Enfin, lui, c'est un autre Patrick, mais qui t'inspire plus peut-être que. Ah mais j'ai eu 3 Patrick moi qui m'ont inspiré. Et le troisième, c'est qui? Patrick Cordier. Ah oui, Patrick Cordier. Dont je parle Cordier, aussi. Il était plus sur la trace, lui, lui, il m'a inspiré. Moi, je suis venu faire des expériences ici à l'ENSA. Il a travaillé sur la signature du grimpeur. Il s'est posé la question, qu'est-ce qu'un bon grimpeur? Et pour ça, à l'époque, il n'y avait pas il n'y avait pas tous ces instruments. Il mettait une petite lumière dans le dos et il faisait une pause et on voyait la signature du grimpeur qui s'élevait et en plus vu qu'il était un peu trace lumineuse et en plus il faisait des photomontages où il mettait cette trace là sur la tour de Trango par exemple. Donc il faisait du surréalisme et moi je venais écrire les voix, la voix témoin pour que la voix soit le plus fluide possible parce qu'en fait il travaille sur l'entropie de la courbe. Ce qui veut dire c'est que plus c'était fluide, plus c'était arrondi, meilleur était le grimpeur. Le grimpeur qui cherchait, ça faisait des pelotes. Ouais. Le grimpeur qui hésitait, il faisait des angles. Oui, des scribouillis, quoi. Des scribouillis, voilà. Et donc, avec une signature témoin, il comparait les signatures pour déterminer un bon grimpeur. Comme une trace de ski. Voilà, comme une trace de ski, voilà, comme une signature. Et ça, il m'a beaucoup inspiré sur la. Oui, sur aussi la trace que l'on laisse.
Donc on va pas tout dire parce qu'il est déjà 7 heures, mais après tu fais des solos. Après, il y a les compétitions. Et dans les compétitions, quand on commence à avoir des compétitions, tu t'engages tu signes le manifeste pour dire moi, je suis contre les compétitions en escalade. Bon, après, tu as changé d'avis. Mais sur le coup, tu étais contre. Mais ouais, j'étais contre parce que à l'époque, la pratique, elle était marginale. Ouais. Il y avait 2 personnes qui vivaient de l'escalade, hein, Patrick Béraud, Patrick Linger. Hein. Ouais. Nous, le reste, personne vivait de l'escalade. Il n'y avait pas de brevet d'État. Il n'y avait pas de cordiste qui répare les façades. Il n'y avait pas d'enseignement. Il n'y avait que les guides, quoi. Il n'y avait que les guides qui vivaient de l'escalade. Il n'y avait aucun autre moyen. Et c'est vrai qu'on était encore dans une marginalité de la pratique. Et que quand on a vu la compétition qui arrivait avec les sponsors, l'argent, les médias qui voulaient prendre cette pratique de l'escalade libre qu'on était en train d'inventer pour en faire de la compétition. Ben, comment tu te sens ? Tu te sens dépossédé. Ouais. Tu sens que la société capitaliste, elle arrive. Oh bah attends, c'est super ce que vous faites. Moi, je vais en faire je vais faire de l'argent sur votre dos avec votre pratique, qui pour nous était une super pratique, une belle pratique. Oui, avec une éthique. Voilà, avec une éthique, des valeurs. Donc on se sentait dépossédé de ça. Donc il y avait cette forme-là. Donc moi j'ai participé à ceux qui refusent cette récupération, que je considère que c'est une récupération, qu'on retrouve avec le parcours, avec un cas là aujourd'hui, le mot a été racheté par la gymnastique, et donc ce parcours, ils vivent la même chose 20 ans après. Comme le breakdance, ils ont eu les mêmes, le breakdance qui est aux Jeux Olympiques, qui était spontané, qui était spontané dans la rue, ils vivent la même récupération. Et donc il y a du bon, pas du bon, ils ont les mêmes réflexions. C'est une vraie réflexion à avoir. Est-ce que cette pratique-là, elle peut devenir compétitive ou pas déjà ? Et puis comme nous on faisait la différence entre émulation et compétition. Nous on était dans un groupe et on nous disait oui vous faites de la compétition. Et non, on ne fait pas de la compétition. On peut avoir un esprit compétitif, mais on a surtout un esprit d'émulation. C'est-à-dire la compétition, c'est vouloir être meilleur que l'autre. L'émulation, c'est l'autre qui t'aide à être meilleur. Et pareil, ce changement de mentalité crée des relations entre les gens complètement différentes. Si j'ai une relation de compétition avec toi, c'est pas la même chose que si j'ai une relation d'émulation. Bah non, tu vois, le rapport émotionnel qu'on va avoir ensemble, c'est pas pareil. Et ça, on le comprend pas forcément. Et après, bon, pour finir sur ce sujet-là, à partir du moment où il y a eu de la compétition et que tous mes copains sont partis faire de la compétition, je me suis dit, vu qu'elle est là, autant qu'elle soit le mieux possible. Et j'ai senti le potentiel de créativité dont on parlait tout à l'heure. Ouvreur de voix, tu crées une voix avec des gestes qui vont être révélés par les compétiteurs. Et quand je suis ouvreur, je me dis, il faut que j'habite le mouvement que je crée, parce que quand il va être réalisé, l'émotion et la sensation que j'ai mis dans le mouvement va pouvoir être transmise au spectateur. Donc en fait, je deviens un chorégraphe. C'est déjà un spectacle, la compétition, c'est un spectacle. Oui. La compétition, on croit que non. La compétition, c'est la mise en scène de la recherche du meilleur. C'est la société qui met en place cette structure. C'est pas la même chose que l'esprit compétitif. On peut avoir un esprit compétitif, mais la compétition, c'est un événement qui est créé avec une structure, avec un rendez-vous. Avec un petit podium, encore une petite montagne. On reprend l'esprit de la montagne et du sommet, où là-haut c'est la victoire, je suis le plus fort. On reprend, c'est repris à l'escalade, quelque part, ce podium. Et c'est vraiment un spectacle. Et là, je trouve qu'avec les Jeux Olympiques, là on commence à s'apercevoir que c'est vraiment du spectacle, la compétition. Parce qu'on commence à percevoir que, mais si on est bien encouragé, on est meilleur. Eh bien oui, on découvre que le compétiteur, s'il a une relation avec les spectateurs, sa performance, elle va être meilleure. Oh mais
vous n'avez pas vu. Moi, j'avais découvert ça dès le début. Bah oui, l'émulation. L'émulation. Et on découvre qu'on est meilleur en performance si on est. Mais c'est l'émulation. Les spectateurs, le public va te rendre meilleur par son attention, par ses encouragements. Donc c'est vraiment du spectacle. Bien sûr. Et du coup, toi, tu ouvres pendant quelques années. Bon, maintenant, tu n'ouvres plus les voies. J'ai arrêté en 92 parce que j'ai eu un accident. Parce que les voix, au début, j'aimais travailler sur la diversité gestuelle. Parce que sélectionner en compétition, je pouvais commencer même à faire gagner quelqu'un. Mais oui, parce que tu savais. Je connaissais tellement ses points faibles, les grimpeurs que je pouvais choisir qui j'allais faire gagner. Ouais. Alors, je faisais attention. Je faisais pas. Ou je pouvais éliminer quelqu'un sur un monodoigt, par exemple. Ah ouais. Parce que je savais que cette personne-là, elle pouvait pas. Elle pouvait pas le faire. Elle avait un peu une tendinite aux mains gauche. Je faisais un monodoigt à main gauche, je l'éliminais. Par exemple. Oui. Donc, je le faisais pas, je me retenais. Mais par exemple, je peux dire que j'ai influencé des résultats parce que je voulais que le meilleur, ça soit le grimpeur le plus fluide. Et non pas le meilleur en force physique. Parce que la difficulté, elle peut être physique, elle peut être dans trouver le mouvement, elle peut être dans la spontanéité, elle peut être dans le déséquilibre. Il y a plein de difficultés différentes. Et à un moment donné, ça devenait qu'une difficulté physique. Et ça m'intéresse pas. J'aime la difficulté psychique, j'aime les différentes difficultés, dont la difficulté de la fluidité, de se laisser emporter par le flow. Hein, quand on est grimpeur, on connaît tous qu'à un moment donné, on peut rentrer dans ce qu'on appelle le flow. Oui, c'est l'enchaînement encore. Tu penses plus et tu es embarqué dans des états de grâce parce que tu réfléchis plus. Et j'essaie de provoquer ça. Donc Patrick Edlinger, il était hyper fluide, donc il gagnait mes compètes. Robert Cortijo, François Legrand, voilà, Linil. Ah ouais. Ils étaient très forts, mais j'allais plus faire gagner ces gens-là que des Didier Raboutou qui étaient plus, comme on a dit, machine. Non, moi je supporte pas. On n'est pas une machine. Hein. Et donc, mais alors, ce que tu racontes moi, c'est qu'après, maintenant, ça fait quand même combien d'années que tu as ta compagnie le Lézard Bleu et que tu 33 ans. 33 ans 92, wow. La compagnie Lézard Bleu et ma première compagnie, 89. Là, tu parles surtout de tes débuts de grimpeur dans ce livre, mais tu parles moins de... Le dernier chapitre, oui. je parle de la naissance de la compagnie, mais en 92, c'est ma période charnière, c'est que j'arrête d'être ouvreur pour les compétitions d'escalade. J'arrête de vouloir faire la voie la plus dure du monde, parce que j'étais là-dedans. Ouais. J'emménage avec Marie-Laure. Je monte ma compagnie. J'arrête avec une autre compagnie. Là, j'ai un changement de vie qui fait que c'est une date charnière où tout ce que je raconte dans le livre, c'est pour devenir un artiste. Moi, mon rêve, c'était de vivre en tant qu'artiste dans cette société. Et là, je commence à relier les deux. À vivre en tant qu'artiste dans le monde. Et tout d'un coup, je deviens un être social, je trouve ma place dans la société. Et j'avais pas envie de raconter cette vie-là, parce que maintenant, en tant qu'artiste, quand je fais un spectacle, je le vis et je le raconte en même temps. Alors qu'un montagnard, il va faire sa montagne, il va faire son exploit, il redescend, et après il doit soit faire un film, soit faire une conférence, soit faire un livre. Ouais. Enfin bon, il doit le raconter. Alors que moi, ce que je fais et ce que je raconte, c'est en même temps. Ouais. Donc j'avais pas envie, et encore je suis encore vivant. Pardon pour le micro. Je suis encore vivant et je peux encore raconter ces histoires en direct. Venez me voir à Saint-Gervais dimanche, venez me voir à Chamonix le 14 août. Voilà, ça sera mieux que... Et on peut te suivre sur sur la compagnie du Lézard Bleu, tu as un site avec toutes les dates. Et il y a une newsletter tous les mois où je raconte, où j'écris. Donc j'ai continué à écrire quand même tous les mois, j'écris un texte tous les mois sur ce que je vis en tant qu'être dans la société
Mais en tout cas, Folambule, j'adore le titre aussi. Folambule, c'est un livre de grimpeur, mais qui change complètement de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire. Donc, vous en êtes rendu compte là, juste par déjà la petite lecture, mais c'est vraiment un super livre. Bon, merci. Et merci beaucoup. Merci Lorraine. Merci à toi. Merci à vous. Merci à votre écoute.